On y est enfin. Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour le Bonjour les gars, début de ce Tour de bienvenue France au briefing de cette 2026 première en temps étape. réel, avec Aujourd'hui, ce c'est un chrono par contre-la-montre par équipe qui équipe est au entre programme. Tu Barcelone fais et partie des Barcelone. équipes favorites, on est 19 là pour km, gagner. Allez, l'Espagne à tu dois travers s'amener la à toi. capitale de la Catalogne, Barcelone, accueille 3 ans après Bilbao un nouveau grand départ du Tour de France pour cette 113e édition qui peut être historique parce qu'on peut avoir un Tadej Pogacar qui remporte son... 5e Tour de France et qui égaliserait le record. On pourrait avoir Vingegaard qui remporte 3 grands tours à la suite et un doublé de Giro Tour. On pourrait avoir une grosse performance de Paul Sixas, de Juan Ayuso par exemple, de Del Toro, mais ça c'est que pour le classement général. On peut penser au maillot vert aussi par exemple, ou au maillot à pointe qui seront des classements assez intéressants cette année. Mais je suis super content comme à chaque fois de vous retrouver pour le tour en temps réel. Pour ce contre-la-montre par équipe, des disciplines que l'on n'avait plus sur le Tour de France depuis 2019. C'était le contre-la-montre entre Bruxelles Palais Royal et Bruxelles Atonium. Sauf que là, depuis Paris-Nice 2023, on a un contre-la-montre très intéressant, enfin en idée. C'est qu'on n'est plus sur les temps comme à l'époque des 9 coureurs puis des 8 sur les grands tours où c'était le temps à la fois pris soit sur le 5e ou sur le 4e coureur. Je rappelle que c'est seulement sur le premier quart de l'épreuve que l'on peut faire un contre-la-montre par équipe sur un grand tour. Et là, du coup, on a décidé de faire la réforme de Paris-Nice 2023, c'est-à-dire tout simplement catapulter son leader. Donc l'idée du contre-la-montre par équipe pour lequel les temps individuels sont pris en compte a été testée avec succès sur Paris-Nice depuis 2023. Il est certain que sur cet exercice, les favoris ne pourront pas se cacher. Le final de Montjuic mettra en évidence les plus forts. Nous sommes en Catalogne, il fait très chaud comme IRL. IRL, il y aura plus de 30 degrés à Barcelone. Donc là, ça va être très très... Bien évidemment, vous vous en doutez bien, on aura tout l'aspect patrimoine que l'on a sur le Tour de France. Et vous avez vu en haut à gauche que je suis parti avec la Lidl Trek. Alors j'ai certes mis les chutes avec abandon, mais pourquoi la Lidl Trek alors que la start list vient d'être complète au moment où je tourne? Bah pendant longtemps je vous ai dit oui je voudrais faire avec la formation Bahreïn. Sauf que la Bahreïn, à part grosso modo Lenny Martinez, ouais par exemple aujourd'hui en ce samedi il fait 31 degrés. Petite particularité c'est que le chrono commencera à 17h pour se terminer vers 19h. Mais le problème de la Bahreïn, c'est qu'il y a Lenny Martinez, ok, accompagné de Caruso et de Tiberi. Mais c'est vrai que dans ce que j'utilise d'habitude, c'est-à-dire d'avoir un leader pour le classement général, ainsi qu'un deuxième qui peut être très bon lieutenant, voire co-leader si on a un problème, et un coureur pour jouer avec le classement de la montagne. Bah, Tiberi, Caruso, c'était un peu compliqué même pour le sprint. Boaos, c'est plus difficile que certaines fois. Vous me direz, on a quand même joué le maillot vert en 2023 avec Thomas Pidcock. Mais et puis bah, en 2024, par exemple, on était hors de cette bataille. Et puis je dirais aussi, bah, c'est assez compliqué. Les autres coéquipiers, on a pas mal de rouleurs, mais c'est moins bien qu'il y a quelques années. Donc au final, j'ai décidé de partir sur la Lidl Trek. On a Juan Ayuso en leader. On aura des Reggie West en coéquipier en montagne, ainsi que l'on peut penser notamment, bon, il y aura Verona, il y aura Skuns, il y aura Valchek, il y aura une très très belle équipe parce qu'on aura également Mats Pedersen, gros favori pour le maillot vert bien évidemment, qui pourrait remporter le maillot du classement par points sur les 3 grands tours lors de cette épreuve, lors de ce Tour de France-ci. Et puis bien évidemment aussi, on a Mathias Kalmos, donc il y aura vraiment pas mal de coureurs. Ce que je voulais dire également sur ce contre-la-montre aussi, au-delà du fait qu'ils partent assez tard, bah c'est comme j'ai dit, le temps sera pris de manière individuelle, ce qui veut dire que le premier coureur en jaune pourrait être un leader du classement général et pas comme des fois on pouvait avoir des équipiers. Particularité de ce Tour de France, contrairement à il y a 2 ans, parce que je l'avais sûrement dit lors du tour en temps réel, mais on avait beaucoup d'étapes de plus de 200 bandes sur le Tour de France en 2024. Je rappelle la limite ici de 3500 km sur les courses de 3 semaines. En 2024, je crois que Tyrell, on était à 3498, un truc comme ça sur le Tour de France. Là, on est à 3333. Même si sur ProCycling il y a marqué 3325. Donc, présentation de ce parcours, Barcelone bien évidemment, arrivé de nouveau à Barcelone avec la côte de Montjuic. Les angles, première arrivée de moyenne montagne avec quand même un première catégorie qui va être assez difficile à escalader. Ah non, je me suis fait plaisir parce que j'ai même j'ai le roadbook de Vélo Magazine à côté où j'ai soigné pas mal d'endroits pour vous. Foix aussi qui va être assez intéressant pour les baroudeurs, même si on est en début de tour. Pau, première arrivée pour les sprinters, Gavarnie, Gèdre, principale étape pyrénéenne avec Aspin, Tourmalet, mais l'arrivée à Gavarnie. Certes, site UNESCO, mais le problème c'est qu'on est sur un long faux plat montant. Bordeaux, Bergerac, bien évidemment, avec cette traversée de la Dordogne, Ussel en Corrèze, qui va être assez intéressante comme étape. On reprend le Succomet de 2020 avec la victoire de Marc Hirschi, mais étape casse-pattes pour terminer cette première semaine. Aurillac,
le Lioran pour la fin, enfin pour le 14 juillet, le même final qu'en 2024 et qu'en 2016 avec pas de Pérol, col du Pertus ou encore col de Fond de Serre, bien évidemment, Nevers, Chalon-sur-Saône, Belfort, l'étape la plus longue de ce Tour de France, je vous parlais de la distance, particularité, l'étape la plus longue, IRL, ce sera 205 km. Alors, je dis souvent l'étape la plus longue du Tour de Bretagne, qui est une épreuve quand même avec beaucoup d'équipes continentales ou de réserves, c'était à 204 km, c'est Aubin Parfait qui a remporté le classement général du Tour de Bretagne. Mais là, 207 km, sauf que ça va être assez intéressant, c'est que on a une longue partie de plat avant deux ascensions. Alors on en reparlera plus tard, hein, mais le marché, bien évidemment, grosse étape, avec le col du Hague, le plateau de Solaison, Thonon-les-Bains, le seul chrono individuel de 25 bandes de ce tour, voiront arriver en faux plat montant quand même en Sierre-Merlette, bien évidemment Alpe d'Huez, étape très courte, avec deux ascensions très rapidement, avant l'enchaînement final, puis l'étape terrible, Croix de Fer, Télégraphe, Galibier, Alpe d'Huez via le col de Sarenne, comme sur le Dauphiné 2017. Elle est énorme, hein, celle-ci. Sauf que je précise également, c'est que ASO, ils ont dit que voilà, quand on va à l'Alpe d'Huez, même si vous voulez faire Sarenne depuis très longtemps, bah, dans l'imaginaire collectif, c'est les 21 virages, et ne pas y passer, ce serait un peu une erreur. Et puis, bien évidemment, les choses disées par Montmartre. Les objectifs de notre équipe. Alors déjà, côté personnel, on va essayer de se faire les débriefs, même si je rappelle que je travaille de peut-être 10h jusqu'à 13h, puis de 15h à 20h, donc je pourrais rattraper les étapes en replay à partir de 21h, plus faire mes commentaires des étapes en direct, donc les débriefs ça va être compliqué, mais j'en essaierai d'en sortir un maximum, contrairement à l'an dernier, ou débriefs des championnats de France que je n'ai pas sorti. Par contre, donc voilà, côté objectif, bien évidemment, de notre équipe, ça va être très simple, essayer de faire un top 5 au classement général avec Juan Ayuso, des victoires d'étape, pourquoi pas dès la deuxième étape à Barcelone, ou ce chrono par équipe, parce que la Decathlon est pas mal, la Visma, la Red Bull et la UAE, mais quand même, pour moi, on a la Lidl Trek qui est très solide et la Net Company Neos pour cette épreuve-ci. Également dans les équipes aussi, j'ai oublié de dire qu'ils changent de maillot. La Pinerolo passe en maillot blanc, on a quelques motifs en plus chez Jayco. Carwal change de maillot pour ce Tour de France, même si on ne le verra pas sur le Tour en Torel. Entre autres, il y a vraiment ces trois équipes-là qui pour le moment changent vraiment de maillot, et la Visma bien évidemment. Et puis aussi en objectif, le maillot vert, le classement de la montagne, le classement de la combativité comme très souvent. Et puis également côté français, bien évidemment, alors bon Tour de France à tous, que les Françaises nous fassent rêver comme on le dit souvent. Et j'aimerais côté français 3 8 heures d'étape, ça pourrait être pas mal. Barcelone avec du Romain Grégoire, du Dorian Godon, du Julien Alaphilippe s'il est en bonne condition, du Kevin Vauquelin, même si Vauquelin peut être en jaune dès la première étape, et du Paul Sixas pourquoi pas. J'aimerais bien pour Paul Sixas aurait des capacités si les favoris veulent se jouer cette étape-ci à la gagner. Mais Hussel pourrait être pas mal pour un Romain Grégoire par exemple. Le Luran ce serait vraiment pas mal pour un corps comme Sexas ou Vauquelin par exemple. Tout dépend comment c'est. Le plateau saison j'aimerais beaucoup pour un Lenny Martinez. Après Lenny Martinez peut remporter aussi le Luran, hein. Et puis ouais je sais pas pourquoi j'aimerais beaucoup une victoire de Paul Sexas à l'Alpe d'Huez. Parce que ou Lenny Martinez parce que souvent une échappée va au bois à l'Alpe d'Huez en 2011, en 2013, en 2015 et ces années-là des Français étaient allés gagner. Et puis 2022 aussi mais c'était la victoire de Pidcock. Longue introduction comme d'habitude, l'aspect patrimoine, vous en doutez bien, j'en parle à chaque fois, mais là on est sur un contre-la-montre. Et on fait 2 jours à Barcelone. Donc la Sagrada Familia que l'on va voir, on en parlera plus demain. Comme le Parc Güell, le Tour de Catalogne par exemple. Aujourd'hui on va juste parler, mais plus peut-être en seconde partie d'étape de la ville de Barcelone, des informations générales dessus. Montjuïc, la colline de Montjuïc, hein, les JO de 92, bien évidemment. On parlera de la Catalogne de manière générale. La gastronomie, ce sera plus tard, peut-être dans ces 3 jours en Catalogne. Mais la Catalogne, on pourra parler vite fait de la région. Donc ça, j'ai évoqué les 3 vraiment choses que je veux dire. Montjuïc, oui. La Catalogne. Attendez. Donc, ah oui, le port de Barcelone, c'était ça qui me manquait. Et le FC Barcelone, bien évidemment, que l'on va parler aujourd'hui un peu plus dans cette vidéo. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Les contre-la-montre par équipe ont été retravaillés sur le jeu. Donc on peut choisir l'ordre tout simplement avec lequel nos coureurs vont partir. C'est vrai qu'on est sur un tour en Torel, donc forcément, on parle de beaucoup de choses en tout début. Les favoris, on en fait partie. Pic de forme pour Verona, Mats Pedersen, Valchek, Quinn Simmons. Forme classique pour Skelmos, Ayuso, Dereji West et Tom Skuins. Et on va juste se parler de la ville de Barcelone. De Barcelone, tout simplement, la ville. Alors, Barcelone, bien évidemment, c'est la capitale de la Catalogne, région, l'une des 3 régions principales et de manière économique en Espagne, en tout cas, qui, oui, de manière économique, tout simplement. Je ne vais pas dire sont rentables, mais on peut voir l'idée en tout cas qui sont viables avec le Pays Basque et Madrid, la communauté de Madrid. Bien évidemment, 3 ans après Bilbao, on retourne dans une région très identifiée de l'Espagne. Alors il y a eu les manifestations d'indépendance à un moment, mais Barcelone, c'est une ville ultra importante. On était passé du côté de la Vuelta en 2016. Il me semble que la dernière fois que le Tour de France y est passé, c'était en 2009.
pour une étape. Alors, c'est la capitale administrative de la Catalogne et de la province de Barcelone, de la comarque de Barcelonaise. Donc la comarque, pour ceux qui ne le savent pas, comarque, en gros, c'est le niveau administratif, genre les communautés autonomes françaises. Les communautés de communes. C'est la 11e ville de l'Union Européenne, et c'est en 2023, en incluant et la 6e en incluant, pardon, sa banlieue. Donc 5,32 millions de personnes vivent dans l'agglo de Barcelone. Même si une grande partie sont dans la partie adjacente. C'est la 2e ville d'Espagne au regard de la population, de l'économie et des activités. Bien évidemment connu pour... Bon, il y a le Palais National qu'on verra et qui est en miniature d'ailleurs. Les tours vénitiennes. On peut penser à l'Arc de Triomphe aussi. La Sagrada Familia, la Tour Glory et le Camp Nou en football que l'on évoquera demain également. Qu'est-ce qu'on peut citer également sur cette ville? Bon, on a en patrimoine mondial les œuvres d'Antonio Gaudí, l'hôpital de Saint-Paul, le palais de la musique catalane, Donc on a vraiment beaucoup de choses. C'est situé sur la Méditerranée, traversé par le Llobregat et Bezos, et c'est à l'ouest de la Serra de la Collserola qui culmine à 512 mètres. Et c'est la ville mondiale en raison de son importance dans le domaine financier, du commerce, de l'édition, des arts, du divertissement et des médias. C'est un centre économique majeur qui jouit des principaux ports méditerranéens et du 2e aéroport espagnol après Madrid. Elle est aussi la ville qui possède le plus grand parc métropolitain du monde, le parc Collseroya, devant Central Park à New York. Ça aussi, il faudra quand même que je vous en parlerai demain. Mais les gars, demain, il y aura énormément de choses parce que demain, je vous ai prévu Sagrada Familia, Château de Montjuïc. J'ai parlé de gastronomie, peut-être plus le 3e jour comme Cadaqués. Mais la ville de départ, bien évidemment, qui sera Tarragone. Enfin, on aura énormément de choses à évoquer. Voilà, aujourd'hui, ça fait un peu plus de manière speed. Juste sur Barcelone quand même, ça a été bien évidemment bombardé durant la guerre d'Espagne, donc du 17 juillet 1936, si je dis pas de bêtises, c'est ça, jusqu'au 1er avril 39, bien évidemment, qui s'est conclu par la prise de pouvoir de Franco et du nationalisme par la même occasion, face justement après la Seconde République espagnole. Et le Front populaire de l'époque. Aujourd'hui, c'est une destination du tourisme de mémoire de l'histoire contemporaine avec de nombreux sites mémoriaux, Montjuïc, le mausolée de la Fossard des Pedredras, le Mirador de Rovira, et puis on a quand même aussi quelques endroits comme la prison modèle, la prison pour femmes de l'Écor ou encore le camp de la Bota. Donc camp de la Bota, on va juste en parler maintenant. Ah oui, il y a aussi gros problème du tourisme à Barcelone. C'est un lieu de mémoire de la guerre d'Espagne qui est à Barcelone. C'est un quartier éponyme qui abritait jadis une forteresse. Aujourd'hui, c'est le parc del Forum, district barcelonais de Saint-Mardi, à la limite avec la commune de Sant'Adria de Besós et proche de Badalona, de la Coma et de Grimenet. Il est considéré comme un lieu de mémoire majeur de la répression sous la dictature franquiste. Et les troupes napoléoniennes se servent de ce camp-là justement comme champ de tir en 1808-1814. Le capitaine général de Catalogne, Juan Zapatero, en 58, fait construire un fort militaire accueillant une école d'artillerie. Le lieu exerce cette fonction jusqu'à la Seconde République espagnole, hein, bien évidemment. Et puis Barcelone est considérée comme une capitale européenne de l'innovation. Xavier Trias, ancien maire de Barcelone, lance en 2014 le défi à toutes les villes du monde de rejoindre le mouvement Fab City. Il me semble que c'est pas les villes intelligentes. Ouais, c'est un peu tout ce qui est ouais, les villes grosso autosuffisantes pour 2054. En tout cas, que souhaitait son maire. C'est exactement cela. Ah oui, en 2019, on a eu 11 977 277 touristes. La prison modèle, juste, on va pouvoir en parler maintenant. C'est la modèle, donc en catalan. C'est une ancienne prison barcelonaise située dans le district de l'Eix-Ramplé. Et c'était une architecture. Enfin, ça a été ouvert en 1904, le 9 juin. C'est un mémorial bien recensé dans l'inventaire du patrimoine culturel de la Catalogne. Prison traverse la Restauration, la dictature de Primo de Rivera, la République, la guerre d'Espagne, la dictature de Franco, la transition démocratique. Durant la dictature franquiste, elle est un des principaux lieux de la répression. Le centre pénitentiaire est définitivement fermé en 2017. Solution de la Généralité de Catalogne afin de laisser place à un projet urbain tout en restant un lieu mémoriel. Et juste, on va parler de la prison du coup pour les femmes de l'Écorte, qui elle est un ancien centre pénitentiaire espagnol situé dans le quartier de l'Écorte, dans la prison de Barcelone, dans la province. Donc dans cette province-ci, c'est un lieu de répression nationaliste contre les femmes dans la guerre d'Espagne. L'établissement ferme en 1955, détruit sous le régime de l'Espagne franquiste. L'emplacement de la prison est aujourd'hui un lieu de mémoire de l'histoire des femmes en Catalogne.
Oui, c'est pour les délinquances de droit commun, mais aussi des prisonnières politiques comme le POUM qui sont détenus, c'est le Parti des ouvriers d'unification marxiste, ok. C'est 100 personnes internées, et la répression franquiste, les troupes l'envahissent Barcelone en 39, le centre pénitentiaire devient une région provinciale. Enfin, voilà. Donc voilà, on a également le fait que c'est une organisation, oui, que la prison est gérée par l'organisation religieuse des filles de la Charité de Saint-Vincent de Paul et le régime sur la pratique habituelle du régime franquiste des prisons féminines du régime. Il y en a près de 2000 qui ont été emprisonnés mi-1939 et 11 prisonnières sont fusillées entre 39 et 40 dans ce camp-ci. Et Julia Romera Yanez, compagne de la cellule de Conchita Vives et de l'actrice Marura Thomas Imarti, est morte dans la prison à la suite de torture et de tuberculose. On a parlé du coup de la ville de Barcelone, mais c'est vrai que ça fait quand même, allez, 15 minutes qu'on parle presque, même plus, et on n'a pas fait de gameplay. Donc je disais que cette année, ils ont modifié l'ordre des relayeurs sur le jeu. Donc on va bien évidemment mettre en dernier relayeur, vous en doutez bien, Juan Ayuso. On va mettre Vance Pedersen en avant-dernier, Skelmos sera là. Je pense qu'on va pas partir avec des Reggie West, on va partir avec Skuins en... attendez, Skuins c'est à combien? 71. Oui, et là, Verona... Ouais, on part avec Verona, Skuins, Quinn Simmons. Ah, parce qu'il n'est pas très bon en contre-la-montre. En vrai, Quinn Simmons, c'est le moins bon en contre-la-montre. Donc je pense qu'on va partir avec Quinn Simmons. C'est des Reggie qui est assez intéressant. On partira comme cela. Allez, on verra également le port de Barcelone que je voudrais en parler parce que j'avais fait un travail là-dessus justement. 3 fois depuis 71, un chrono par équipe. Parce que j'ai regardé jusqu'en 90 et j'ai pas trouvé de trace. Messieurs, bonjour et bienvenue au grand départ de ce Tour de France 2026. Pour la première fois depuis 1971, les coureurs débuteront les... Ça c'est une certitude. Ce que je voulais signaler, c'est que j'avais fait du coup un travail sur le port de Barcelone en 2000, enfin quand j'étais en première, où c'était juste un croquis. J'avoue que c'était une de mes pires notes en histoire, bon avant la prépa. Mais bon, on va dire que l'église d'Occident médiéval et la Grèce antique m'ont laissé quelques traces. Allez, on va essayer de baisser peut-être un peu l'intensité avec Quinn Simmons, mais l'objectif c'est qu'on fasse peut-être 2 km grosso modo avec la plupart de nos coureurs. C'est qu'il a quasiment plus de barre rouge, Quinn Simmons. Mais en tout cas la ville a vraiment été très bien réalisée. Le problème c'est que les IA dans les virages, ils en sont pas fans. Et du coup ils ralentissent un peu, c'est ça le problème. Et on est dans la carte des Ramé, Vincennes et Vives. Et là on va s'écarter. Alors Quinn Simmons. Allez voilà, on va passer sur Mathias Vacek. C'était pas du tout Vacek que je voulais mettre en deuxième relayeur visiblement. Mais bon, écoutez, voilà. C'est Tom Skuns qui va prendre son relais maintenant. Quinn Simmons, en plus c'était même pas Quinn Simmons qui devait être premier, c'était Verona. Mais Quinn Simmons va arrêter de relayer et nous on passe tout de suite en position contre la monte. On va se donner à bloc avec Tom Skuns. Enfin on va tout donner à bloc avec Tom Skuns. On voit la Sagrada Familia devant laquelle on passera tout à l'heure. J'ai fait ce chrono hier avec la formation, Monchon on est mercredi hein. Mais j'avais fait la veille avec la formation tout simplement Alpecin et c'était assez compliqué. En termes d'organisation, donc là je pense que ça se déroule peut-être un petit peu mieux. On va demander dans pas longtemps à Tom Skuns de s'arrêter de rouler. Je pense que voilà, hop là, ça c'est fait. C'est au tour de Skelmos, même si je voulais pas du tout que Skelmos roule dès maintenant. Mais bon, écoutez, on n'est plus que 5. Ah bah c'est super les gars, on n'est plus que 5. Oh non, je suis de... Ouais, j'avais pas fait gaffe. Bon écoutez, bah c'est super, on commence très bien ce Tour de France. Mais pourquoi il m'amène Vacek dans les barrières? On est obligé de ralentir parce que du coup on a deux coéquipiers, on a 3 coéquipiers qui sont derrière. Sauf que le temps qu'ils reviennent, on est en train de se faire avoir. Ça c'est à force de vouloir regarder derrière parce que je comprenais pas pourquoi j'avais des coéquipiers qui étaient très loin derrière nous. Skelmos est tombé. Bah continue à fond mon coco. Mais là c'est vrai que en ce qui nous concerne, on va faire un temps cataclysmique. Ça y est, tout le monde nous a rejoint. Donc on a des Reggie. Bah écoutez, moi qui voulais avoir Skelmos en tant que leader, ça va être compliqué. Enfin en tant que leader maillot à poids pardon. Allez Vacek. Juste après le virage, on va passer sur lui très clairement. Hop là, voilà maintenant. Boum. Mathias Vacek, le champion de République tchèque du chrono de la Constante, qui a fait un énorme tour de Suisse. Qui va essayer de nous lancer si on va être derrière au temps intermédiaire. On le sait. Au premier intermédiaire, je vois pas le temps du côté de la Visma. Mais on est plus 20, on est à 53. On est 4ème quand même, mais on est trop loin malheureusement. Allez, on va essayer de bien virer du côté de la Lidl Trek. Ouais, c'est peut-être pas le meilleur début qu'on aurait pensé. Allez, maintenant c'est au tour de Mats Pedersen. Pour Juan Ayuso, le problème c'est qu'on est plus que 4 à pouvoir tenir notre train d'enfer avec notre équipe.
Allez, on va demander à Juan Ayuso. Juan Ayuso, je voulais vraiment l'utiliser que pour les derniers kilomètres. Mais là, on fait encore quelques petits relais pour laisser Dereggi passer. Dereggi qui va essayer de tout donner maintenant. Celui qui va finir 5ème du dernier Tour d'Italie. Course à laquelle il a fini 4ème déjà l'an dernier, Dereggi West. L'ancien champion du Canada. On a vu tout simplement le palais tout à l'heure. Allez, maintenant ça va être au tour de Vacek. Essayer d'imprimer un très très gros relais, Mathias Vacek. Allez, hop là, on passe bien ici ce virage. On aura encore un. Est-ce que Lia va pouvoir nous suivre dans ces virages-ci? C'est la question parce que je ne vois plus derrière nous. Allez, hop là. Voilà, Allez, Mats Pedersen qui maintenant va se mettre à rouler à bloc dans cette ascension. Première ascension, c'est la côte de Montdruc d'un kilomètre 100 à 5,1% de pente moyenne. Vous savez qu'on va passer sur Juan Ayuso maintenant, très clairement. Allez, tout donner à bloc avec Juan. On va arriver au sommet de cette ascension. Bon, le chrono est assez rapide quand même à faire. Le stade olympique qu'on va voir ici, un des Jeux olympiques bien évidemment de 1992. Qui était la dernière édition d'ailleurs où les Jeux d'hiver et d'été avaient eu lieu la même année. Allez, Mats Pedersen qui est à nos côtés. On va peut-être passer le relais à Mats Pedersen ici. Allez, Mats. Allez, essayez de bien terminer, Mats Pedersen. Je voulais plutôt finir avec Juan Ayuso. Allez, Pedersen, essayez avec Juan Ayuso de terminer le mieux possible. Avec Juan à bloc ici sur les derniers mètres. Juan Ayuso peut-être pour aller faire un temps. On va voir quel temps va réaliser. Le problème c'est qu'on termine à 4. Mais j'ai beaucoup de mal sur ce chrono par équipe. Je l'ai déjà réalisé à une reprise. Et c'est très galère. Après la chute avec Scalmo, je peux m'en vouloir qu'à moi-même. Mais aussi parce que tout simplement on a décidé avec notre coureur, bah écoutez, de regarder derrière. On va retourner du côté du patrimoine. On va juste quand même parler des JO de 1992 tout simplement. Donc c'était en été à Barcelone. C'était les 25e à l'époque de l'ère moderne et se sont déroulés du 25 juillet au 9 août 92. Ces Jeux olympiques, si il s'agit des premiers JO organisés sur le territoire espagnol et des premiers à se dérouler sans Baco depuis ceux de Munich en 72. D'ailleurs, on était juste après le franquisme en plus. C'était Juan Carlos Ier qui était pour l'ouverture officielle. 9356 athlètes, 6652 hommes et 2704 femmes. 25 sports, tout ça. L'arrivée du badminton, du judo féminin et du baseball. Serment olympique, c'est Luis Dorest Blanco pour la voile et Antonio Robello en flamme olympique, archer olympique, bien évidemment, on se souvient. Alors la mascotte c'était Kobe le chien, mais on peut que se souvenir de ce fameux tir à l'arc pour allumer la vasque olympique, bien évidemment, qui avait tourné notamment au JO de Paris, on l'avait vu. Ah oui, c'est la fin de l'amateurisme et du coup l'arrivée de tout simplement de professionnels, et ça s'est notamment vu tout simplement avec le basket. On a la Dream Team de Michael Jordan qui est venue bien évidemment. C'est également c'est à l'issue du dernier tour du scrutin devant sa ville de Paris de 24 voix, puis Brisbane et Belgrade à la 91e session de 86. 47 voix pour Barcelone et 23 pour Paris. Bon, bien évidemment, c'est connu aussi parce qu'on avait Marie-Josée Pérec, entre autres, où elle avait été championne olympique du 400 mètres. Non, c'était pas le 400 mètres, pardon. Qu'est-ce que je raconte tac. Oui, attendez, Marie-Josée Pérec, championne, elle représente la France du 200 mètres lors des JO de 88. Ouais, elle est championne olympique, c'est bien ça, du 400 mètres lors des JO de Barcelone. Et attendez, parce que là c'est le site du olympique. Et par contre, c'est en 96, elle fait le 400 mètres et le 200 mètres. Bien évidemment, à ce moment-ci. Et au jeu 1992, il me semble, si j'ai pas de bêtises, non, j'avais un doute sur une épreuve en gymnastique, il me semble. Mais bon. Ah, ça va me revenir.
Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'également Barcelone, on a parlé de la capitale de la Catalogne, bien évidemment, la capitale de la Catalogne, donc Barcelone. Ah voilà, un bilan enthousiasmant avec 29 médailles pour la France à Barcelone, entre autres. Bon, ça c'est le comité, c'est NESF. Donc 29 du côté de la France. On a eu également des talents qui se sont confirmés comme Cathy Fleury, Cécile Novak, les escrimeurs Sreki et Philippe Omnes, Sébastien Flut ou Franck David. Et ah oui, et, et la médaille de bronze pour la France tout simplement au niveau du handball. Et du coup, les États-Unis ont fini deuxième, troisième l'Allemagne et neuvième la France au classement, au tableau des médailles, pardon. Donc c'est vrai que là, on n'a eu pas trop de gameplay aujourd'hui. Bah, le problème, vous savez que c'est un chrono, donc on va vite revenir là-dessus. Avant, on peut même parler de Montjuïc, hein, même Montjuïc, donc le stade olympique. Montjuïc, bien évidemment, qui est la colline qui est au-dessus de Barcelone, qui a son téléphérique, qui est une colline à 185 mètres d'altitude. Et c'est la Visma qui s'impose et Vingegaard prend le maillot jaune. Cette étape est pour lui. Tout simplement. Son équipe vient de remporter le contre-la-montre par équipe inaugurale de ce Tour de France. Victoire de le jaune pour Vingegaard, le vert pour non, pardon, maillot blanc. Est-ce que c'est pour Vauquelin? J'imagine que oui. Ou Tarling. C'est Tarling. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Allez, on va voir. On finit à 56 secondes. 21ème, donc on fait quand même un plutôt bon résultat. 54 secondes pour Ayuso, 56 ouais, pour nos autres coureurs. Par contre, Vingegaard s'impose avec 6 secondes d'avance sur Campenaert Taffini. Les écarts, alors déjà on voit que c'est le meilleur UAE, c'est Max Multier à 17 secondes. Vauquelin est à 39 alors que Ghana pour la Ineos fait à 19 secondes. Remco est à 28. Pogacar à 42 secondes, donc il prend pas tant d'avance que ça sur nous. Enfin, il en prend 12 secondes sur Ana Ayuso. Hein. Del Toro est à 55, donc il est déjà derrière nous. Isaac Del Toro, par contre, où est Paul Sexas? Pour la Décathlon CMA CGM, ils ont fini très long la Décathlon, attendez. Il est où Sexas? Il est à 55 secondes. Ah, vraiment, j'ai juste pas vu quoi en fait. Sexas, 55 secondes, il doit être dans nos os. Non, attendez. Ah oui, c'est 55 secondes du maillot blanc. Julien Philippe qu'on voit ici, Lenny Martinez à 1,16 déjà, côté Décathlon, CMA CGM. Voilà, déjà, juste on va voir le classement par équipe. La Décathlon, ils finissent à combien de temps? Ils finissent à 1,16. Hein. Nous, on a 54 secondes, donc Visma devant UAE, Net Company Ineos, Red Bull, Movistar, ainsi que Jayco Alula. Puis, du coup, nous, on est quand même 8ème. Bon, c'est un temps honorable par rapport à ce que je suis capable de réaliser sur des chronos. Et du coup, Paul Sexas, il finit à combien de temps? Parce que ça m'intrigue. Parce qu'on a de l'avance. Il est à 1,26, donc on a déjà 32 secondes d'avance sur Paul Sexas, ce qui est quand même plutôt pas mal. Du côté du classement général, Jonas Vingegaard est en tête en 20 minutes et 59 secondes pour le Danois de la Visma. Lisa Ubach, bien évidemment. Du côté du classement des jeunes, on l'a vu, c'est en 21 minutes pardon, et 29 secondes. Josh Tarling, le Britannique de la Net Company Ineos qui est en tête, et la Visma Isebach, meilleure équipe en 20 minutes et 59 secondes pour l'équipe néerlandaise aujourd'hui. On va parler du coup de Montjuïc, on l'a dit, c'était un lieu de mémoire important de la guerre d'Espagne et de la dictature franquiste et la Seconde Guerre mondiale, en étant notamment le lieu de l'assassinat en 1940 du président catalan Luis Companys, livré depuis la France de Vichy par la Gestapo, et de son mausolée situé au Fossard de la Pedrera, aujourd'hui mémorial national, un lieu d'événements internationaux, exposition internationale de 1929, compétition sportive, donc les Olympiades populaires 36, en réponse aux JO de Berlin bien évidemment, les JO d'été de 92, et c'est là le stade olympique, donc Luis Companys, qui a été du coup exécuté, on l'a vu en haut, au cœur de l'anneau olympique. Donc, lieu qui a eu les JO, on l'a dit, le Tour de Catalogne y passe tous les ans, et si on allait, pourquoi pas parler maintenant, bien évidemment, de la Catalogne, qui est bien évidemment une langue assez importante, tout simplement, la Catalogne qui s'étend sur la région espagnole ainsi que sur les Pyrénées orientales, et du coup la Catalogne, une communauté autonome du nord-est de l'Espagne, sa capitale, donc c'est Barcelone, on l'a dit, elle est située entourée par communauté de Valence, l'Aragon et Andorre, et la France avec la Méditerranée à l'est. Le président c'est Salvador Illa. On a un parlement de Catalogne parce qu'en gros en Espagne, alors c'est le deuxième rang en démographie, 8 12 231 habitants en 2024, 16% des Espagnols vivent dans cette région-ci. Il y a un parlement de Catalogne parce qu'en gros là-bas,
la plupart du pouvoir, enfin il y a un pouvoir assez important qui est donné aux régions, justement des communautés autonomes. Une partie de ces terres fait donc frontière avec la France. Elle couvre 32 106 km², 6% de la superficie de l'Espagne, et la majeure partie des anciennes principautés de Catalogne. Ses langues officielles sont le catalan, l'occitan, le dialecte aranais en Val d'Aran et l'espagnol. C'est la deuxième communauté d'Espagne après l'Andalousie et la 10e subdivision territoriale au niveau administratif d'Europe. Elle est également la plus peuplée parmi les pays catalans, ensemble culturel et linguistique qui le lie à la communauté de Valence, les Baléares, Andorre, la Franche-Aragon et à la ville italienne d'Alghero en Sardaigne et à l'essentiel du département français des Pyrénées-Orientales. Les 17 communautés autonomes d'Espagne, et donc elle en fait partie, et possède son identité articulant de son statut d'autonomie qui est notamment représenté par son gouvernement, son drapeau qui est la Senrieda et sa langue le catalan. Justement la Senriera, qui est donc le drapeau de la Catalogne, 4 bandes horizontales de couleur sang sur fond or. C'est le blason de la maison de Barcelone, le comte Guilfred de Levelu et son lignage masculin, puis le blason de Catalogne et de la couronne d'Aragon. Il est officiel depuis 1979. Il est sur tous les actes officiels avec l'article 8.2 du statut d'autonomie de la Catalogne. Et donc voilà, attendez, je voulais juste voir par rapport à ce que c'était mis. Création vers 1150. Et il est donc à la principauté de Catalogne au XVe siècle, et 1933, drapeau officiel de la Catalogne. Et je voulais juste voir également par rapport à la Catalogne aussi, et le drapeau, elle est régie par un statut d'autonomie, et depuis le 19 juillet 2006, elle est définie comme réalité nationale par son statut d'autonomie. Il n'a pas de valeur juridique. Elle a proclamé le 27 octobre 2007 la République catalane, conduisant à l'Espagne à suspendre provisoirement tous les pouvoirs de généralité de Catalogne. Donc ça, je voulais quand même vous en parler au minimum quand même de la Catalogne, qui est la région de départ de ce Tour de France. Et puis bien évidemment, le FC Barcelone, club quintuple vainqueur de la Ligue des Champions. La dernière fois, c'était alors créé le 29 novembre 1899 au Camp Nou, dirigé par Hansi Flick, bien évidemment, le club de Lamine Yamal. Vainqueur de la dernière fois de la Ligue des Champions en 2015, mais il y a bien évidemment 2011 et surtout 2006, avec également 2009 et l'année où ils font Super Coupe d'Espagne, Copa del Rey, Super Coupe d'Europe, Coupe du Monde des clubs, Ligue des Champions et Liga, bien évidemment avec Messi, qui est son club formateur, le club dans lequel il a fait la plupart de sa carrière, où Ronaldinho est passé, entre autres Thierry Henry, Samuel Eto'o par exemple. Club entraîné. Alors, Messi est le plus capé, c'est 178 buts. Et Lionel Messi, 672 buts marqués, donc le meilleur buteur. Coupe Latina de reprise, Coupe des Villes Foraines 3, 5 Ligues des Champions, 32 Coupe d'Espagne, 29 Liga, dont les deux dernières, la Coupe de la Ligue en 2000 à deux reprises, Super Coupe d'Espagne 16 fois, la Coupe Eva Duarte 3 fois, la Coupe du Monde des clubs 3 fois, Coupe des Coupes 4, Super Coupe de l'UEFA 5, et donc 5 Ligues des Champions. La Ligue des Champions. Donc le Camp Nou a été rénové bien évidemment. 99 354 places. Et je voulais juste dire, donc bien évidemment l'arrivée avec le Real dans le Classico. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc Guardiola qui est passé. Le club fait le quintuple inédit. Guardiola qui a tout simplement créé son principe en tout cas qui a officié son principe de tiki-taka dans ce club. À partir de son arrivée en 2008. Et les Ligues des Champions en 92 également, c'était celle qui me manquait en année. Et puis bien évidemment, Johan Cruyff également est passé au FC Barcelone où il a fait 180 matchs avec 93 buts et entraîneur entre 88 et 96 bien évidemment. Et même en Catalogne de 2009 à 2013 avec l'Ajax, bien évidemment, Johan Cruyff, l'un des meilleurs footballeurs de l'histoire. Ballon d'or à 3 reprises et sélectionneur. Enfin, ce que je voulais dire également, c'est surtout ses milieux offensifs qui a marqué les années 70 par son talent, son charisme et puis sa vision surtout du foot. Il fait partie du club des 20 durant sa carrière. Il remporte 3 Coupes des clubs champions européens, 71, 72, 73 avec l'Ajax. Et finaliste de la Coupe du Monde 74 face à l'Allemagne de l'Ouest, le Hollandais volant. Alors on le sait, c'est que les Pays-Bas n'ont pas encore remporté n'ont toujours pas remporté la Coupe du Monde et ont perdu cette année. Mais Johan Cruyff d'ailleurs préfère que l'Espagne le gagne en 2000. En 2000, il gagne en 2020, mais c'est vraiment l'un des plus grands joueurs de foot de tous les temps et c'est surtout l'un des meilleurs entraîneurs. Et il a eu sa révolution bien évidemment tactique.
notamment avec le tiki-taka, j'imagine. Voilà, c'est là où on devait courir et se tenir, et quand on devait rester immobile, il s'agissait de faire de l'espace et de l'inventer. Football total, bien évidemment. Ainsi, au lieu de séparer les postes défenseurs et d'attaquants, c'est un football total avec les permutations de postes et de mouvements. Alors on sait qu'avec le PSG Luis Enrique, souvent maintenant on est plus sur un PSG liquide tout simplement, en termes de, ou tout simplement on permute beaucoup et c'est plutôt du relationnel. Et là on était vraiment du coup au moment des positions, du foot de position. Et puis on va surtout parler du port de Barcelone quand même que je voulais évoquer aujourd'hui. Le port de Barcelone. Alors le port de Barcelone, bien évidemment, qui est un port industriel, commercial et de pêche situé au pied de Montjuic. Elle a eu en 2008 l'équivalent de 2,57 millions de VP, donc l'équivalent 20 pièces, c'est-à-dire de conteneurs. Et en 2011, c'était 2,03 millions et 43 millions de tonnes de trafic. 96e port mondial, 3e d'Espagne. Il est sur la Méditerranée, donc forcément mer plus que stratégique de manière géopolitique et surtout mer semi-fermée. C'est un port industriel. Il est au nord du quartier de la Barceloneta. Industriel, ça on l'a dit. Histoire, c'est en juin 33 durant la République que ce port que. Ah oui, la croisière universitaire en Méditerranée arrive avec 200 profs étudiants républicains espagnols. Mais je voulais vraiment au moins vous évoquer quand même ce port-ci de Barcelone, qui est assez important. Et puis je pense que nous, après avoir beaucoup parlé patrimoine aujourd'hui, ce sera également le cas demain, mais on va se retrouver du coup demain pour la suite du tour en temps réel. Peut-être pour un débrief, mais tout dépend comment je rentre de festival. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Je vous en ai même pas parlé, mais on a fait un très gros effort cette année sur les miniatures pour le tour en temps réel, où je vais essayer de changer tous les jours, sauf pour les 2 premières étapes parce que j'ai décidé de mettre Barcelone. Mais en tout cas, j'avais vraiment envie de vous de partager des très belles, en tout cas un peu plus avec du patrimoine en fond pour donner cette envie de Tour de France plutôt. En tout cas, on se retrouve dès demain pour la suite du Tour en temps réel. C'était Cyclisme 3D pour te mettre à la prochaine show.